Salut à tous les amis, bienvenue dans un nouvel épisode de Fadeaway. Aujourd'hui, nouvelle interview. Je suis très content de recevoir mon invité du jour. C'est Romain Leroy, assistant coach de l'équipe de France de basket U18, récemment médaillé de bronze à l'Eurobasket. Salut Romain, comment ça va? Salut, ça va très bien, merci de me recevoir. Avec plaisir, merci d'être venu. Il faut qu'on évoque plein de choses. Évidemment, on va parler de cette Eurobasket U18, mais déjà j'ai une question. Comment tu te sens? C'est quoi ton état d'esprit après la compétition qui s'est terminée là il y a quelques jours? Satisfaction du travail et du travail accompli et d'avoir su aller chercher une médaille malgré le contexte de la demi-finale un petit peu, c'est toujours difficile de rebondir, donc content que les joueurs aient trouvé des ressources et qu'on ait su les accompagner dans cette démarche-là par rapport à cette troisième place et cette médaille de bronze. Justement, tu parlais de ce groupe-là. Il y a eu beaucoup de joueurs absents quand même. Je pense à Cameron Window, je pense à Swan Penda, je pense à Mathis Mahop et j'en oublie d'autres aussi qui ont été absents. Vous avez eu que 21 jours de préparation. Comment toi et le reste du staff, vous avez réussi à mettre en place une structure, quelque chose de cohérent pour aller quand même réussir à chercher cette médaille? Déjà, on n'a pas ou très peu parlé des absents, parce que bon, l'idée c'est quand même de se concentrer sur les gens qui sont là et qui sont présents avec nous, parce que c'est quand même un petit peu la base de travail. Travailler avec des gens qui sont pas là, c'est difficile. Donc on s'est surtout concentré là-dessus. Après derrière, on a la chance, tous autant qu'on est, d'avoir déjà travaillé ensemble, que ce soit en club ou en équipe de France, voire les deux, hein, on a aussi du vécu commun dans les deux situations avec la plupart de mes collègues. Donc le fait d'avoir des habitudes, des automatismes et une vision commune des choses, ça nous a vraiment aidé à pouvoir optimiser. C'est-à-dire qu'il y a une connaissance du contexte des équipes de France, une connaissance des obligations qu'on a un petit peu en termes de temps de passage, en termes de travail et compagnie. Donc c'est quelque chose qui vient avec l'expérience, on va dire. Tu parlais un petit peu de cette demi-finale. C'est quand même une défaite frustrante après double prolongation avec le contexte qu'on connaît. Bon, j'imagine qu'il y a des secrets de vestiaire que tu peux pas dire, mais en sortie d'un match comme ça, c'est quoi le message que tu dis à tes joueurs pour pas qu'ils plongent mentalement, pour essayer de les laisser, de les garder mobilisés? Bah, il y a deux choses. Moi, je l'ai vécu plusieurs fois en équipe nationale, donc le scénario, c'est souvent le même. Euh, Être en capacité à faire en sorte que les gens s'expriment, sortent des choses, parce que la frustration, à un moment, il faut. Voilà, la défaite comme la blessure font partie intégrante d'une démarche de travail à haut niveau, comme la victoire, hein, mais là, on est sur une défaite, pas proprement parler. Donc, c'est réussir à identifier un petit peu les problématiques qui surgissent tout de suite après la défaite dans la tête des gens, et puis justement, voilà, être en capacité, par le biais de l'échange, à se remobiliser assez vite et à rebondir. C'est souvent ce qui fait la différence. On a la chance d'avoir eu un calendrier entre guillemets favorable puisqu'on jouait en premier, l'Espagne a joué après nous. Alors certes, on est allé en prolongation, on a fini un petit peu tard, mais malgré tout, on a toujours fini 3 heures et demie plus tôt que nos voisins espagnols, d'une part, et d'autre part, les objectifs étaient pas, comment dire, tout n'est pas perdu quand on perd une finale. La difficulté, ce qu'il faut bien comprendre, j'ai lu quelques analyses de bas étage ici et là à certains moments. Gagner des médailles dans le contexte international chez les jeunes, c'est quelque chose de très compliqué. Réitérer la performance, ça l'est encore plus. Et là, au final, voilà, on a trouvé le chemin pour aller chercher une deuxième idée de suite avec certains joueurs d'ailleurs, si on a qui étaient là l'an dernier déjà. Donc voilà, ça reste une réussite. On aurait pu passer face à l'Italie, peut-être, je sais pas, on fera pas le match, mais en tout cas, voilà, l'essentiel étant d'avoir amené une médaille de la compétition. Qu'est-ce qui a manqué selon toi dans cette demi-finale? Ça s'est joué sur quoi à ton avis? Un petit peu les soucis qu'on a eu tout au long de la préparation, c'est-à-dire que on a un petit peu gelé le ballon à certains moments, et c'est un peu un problème qu'on a eu de manière constante du début à la fin. Ouais, un petit manque de mobilité offensive parfois, des petits relâchements coupables sur les temps de transition attaque-défense aussi, où on aurait peut-être pu réagir un petit peu plus. Après, on tombe contre une très belle équipe d'Italie. Le scénario de la fin, il est surréaliste parce que on part sur des tirs de très haut niveau des deux côtés et ça tombe dedans pour l'Italie. J'ai envie de dire, dans ces cas-là, c'est aussi, enfin, c'est le basket qui gagne, quoi. Qu'à un moment, on peut pas tout arrêter et que quand on tombe
sur un joueur qui malheureusement ce jour-là a décidé de mettre le tir qu'il fallait, bah, c'est le basket. Donc ouais, il y a peut-être un petit errement défensif sur la dernière possession. Malgré tout, on est allé chercher la prolongation. On a fait en sorte de. Après voilà, ça tombe pas du bon côté. Il y a deux solutions, hein. Soit on s'apitoie dessus pendant 6 semaines, soit on passe à autre chose et on rebondit parce qu'on comprend que ça fait partie intégrante du processus et c'est un petit peu ce qu'on a essayé de faire. Après, l'Italie est une très belle équipe. On les avait joués en préparation. On savait aussi ce qu'on pouvait craindre avec eux et ils nous ont posé des problèmes, on leur a posé des problèmes, ils s'en sont sortis mieux que nous, tout simplement. Et justement, tu disais que c'était important de pas s'apitoyer sur son sort parce que il y a cette défaite en demi-finale, mais du coup, il y a le lendemain directement ce match pour la troisième place face à Mhm. l'Espagne avec la rivalité qu'on connaît au basket entre la France et l'Espagne. Quel discours vous avez eu avec le staff à votre groupe, sachant que la défaite de la veille, j'imagine, était encore fraîche dans les têtes. Comment vous avez réussi à prendre la frustration et la transformer en motivation pour le lendemain? Alors ça, c'était pas directement ma responsabilité, mais celle de Johan Zolkowski, un des adjoints dont c'était spécifiquement le boulot, hein, d'accompagner les joueurs un peu plus précisément de ce côté-là. Néanmoins, le discours, en gros, c'est de se dire que ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que tout n'est pas fini. Oui, il y avait une étape forte qui était de fait d'arriver en finale, et qu'à un moment, l'idée, c'est aussi de valider le travail par quelque chose, et valider le travail par quelque chose, c'est ramener une médaille. Quand on a la chance de pouvoir le faire, il faut plus se concentrer là-dessus que sur le fait qu'on ait perdu la veille. Et très souvent, enfin, ce que je vais enfoncer une porte ouverte, mais très souvent les matchs pour la troisième place, hein, j'en ai parlé avant-hier avec une ancienne internationale française, l'équipe de France A, c'est souvent l'équipe qui le veut le plus qui va la chercher, hein. Donc on peut dire ce qu'on veut, on peut faire ce qu'on veut. À un moment, voilà, c'est l'équipe qu'on aura le plus envie, plus la volonté d'aller chercher quelque chose pour bien finir. Comme m'a dit l'assistant coach de la Grèce à l'hôtel quand on est rentré de la demi-finale, il nous a dit voilà, demain il y aura trois équipes heureuses, hein. Le premier, le troisième, parce qu'on termine sur une victoire inévitablement. On est champion d'Europe, on est médaille de bronze, on termine sur une victoire, puis le cinquième parce qu'il se qualifie pour la Coupe du Monde. Et l'idée, c'était aussi de véhiculer ce truc-là, c'est-à-dire que la médaille d'argent, on l'a vécu l'an dernier, c'est quelque chose de super frustrant sous certains aspects. La médaille de bronze, au moins, on termine sur une bonne note. On termine sur une bonne note en ayant un parcours, je trouve, relativement qualitatif, puisque notamment on accroche l'Allemagne en quart de finale, qui était un des gros favoris de la compétition. Euh, donc je dirais pas que c'est une satisfaction complète, etc., etc. C'est pas le terme, mais on est content de revenir avec quelque chose de concret. Et encore une fois, je le répète, hein, il y a eu 11 médailles dans l'histoire de la compétition U18 pour la France. Euh, on en a fait deux de suite et c'est arrivé une seule fois auparavant avec deux belles générations. Donc, c'est aussi une satisfaction pour nous vis-à-vis de la confiance que la fédération nous donne. Avec le recul que tu as un petit peu maintenant sur la compétition, c'est quel match selon toi de cette équipe de France sur cette Euro 18 qui résume le mieux l'ensemble de votre compétition? L'Allemagne, je pense. L'Allemagne parce que on joue contre un candidat déclaré au titre, qui était, je pense, qui a su vraiment progresser depuis le moment où on les a rencontrés à Bellegarde en début de préparation. L'Allemagne, on a un vrai pic de performance ce jour-là. C'est une équipe qui était à plus de 90 de moyenne en attaque et on les tient à moins de 70 points. J'ai plus le score exact. Je suis catastrophique pour retenir les scores. Je suis désolé, mais on tient l'Allemagne vraiment très en dessous de ses standards. On a fait exploser notamment Kaiser, leur joueur clé un petit peu en vol, où il met un seul tir contre nous et il finit avec un pourcentage un petit peu cata. Donc globalement, je dirais que on a peut-être eu un pic de performance réellement à ce moment-là des deux côtés du terrain. Et c'est un match un petit peu référence pour nous sur la campagne. Après, malgré tout, le match contre l'Espagne, on se fait peur à un moment parce que, ben, pareil, dans les constantes qu'on a eues, on a toujours fait les troisièmes cartons un petit peu difficiles, même si on a essayé d'ajuster, de modifier les choses au fil de la compétition, hein, y compris pendant la prépa, on n'a pas été des grands spécialistes du milieu de troisième carton, on va dire. Donc voilà, mais même l'Espagne, on maîtrise quand même les choses dans un match encore une fois très particulier. On est en capacité d'aller chercher une médaille de bronze parce qu'encore une fois, on réitère quelque chose. Donc voilà, il y a des satisfactions. Dans la gestion des joueurs aussi, parce que c'est un peu particulier, parce que vous jouez quasiment tous les jours,
c'est pas le même rythme qu'en club. C'est des matchs une fois par semaine ou deux fois par semaine. Comment toi et le reste du staff vous gérez ce rythme justement où les matchs s'enchaînent très rapidement? Bah, c'est un travail transversal entre ce que fait le préparateur physique, Alex Dugénie, entre ce que font, enfin ce qu'on fait, pardon, les deux personnes en charge de la vidéo, Mathieu Cassard et Quentin Boulet, ce qu'on fait avec Élise par rapport au basket et ce que fait Jon Zlotowski par rapport à l'accompagnement humain. On est vraiment sur une transversalité où la volonté d'Élise est de limiter les minutes et d'impliquer le plus de gens possible, ce qui est de toute façon comme ça qu'on arrive à avancer sur les compétitions. On s'est rendu vite compte que, comme à chaque fois, quand on est en poule, on regarde un petit peu les autres équipes, comment elles fonctionnent. Très vite, dès le premier, deuxième match, il y a des joueurs à 27, 28, 30 minutes ou plus. On sait que c'est difficile. Nous, l'objectif, c'est d'arriver en quart de finale avec des gens qui n'ont pas joué plus de 20, 22 en moyenne pour que, si tu as besoin, tu puisses élever un peu le curseur et aller chercher des minutes en plus à ce moment-là sur les matchs où ça commence à compter. Kenny Vado, de mémoire contre l'Italie. Non, pas contre l'Italie, c'est le match d'avant. Bref, il y a un match où il y a 36. On l'amène à 36, je crois. J'ai plus les chiffres en tête, mais parce que ça nous permet de le faire, parce que voilà, ces minutes n'ont pas été au-dessus d'un certain standard. Comme pareil, on arrive à certains moments à faire jouer Hugo Ingamukuri un peu plus, parce que à cause des fautes sur le match précédent, il a joué un petit peu moins. Enfin voilà, on trouve toujours des curseurs d'ajustement. La clé étant toujours sur le début de la compétition, d'avoir les joueurs entre guillemets cadres ou incontournables entre 18 et 22 minutes pour pas faire plus. Tu te mets nécessairement en difficulté si tu vas chercher plus de minutes. Alors parfois ça implique aussi des moments où tu es sur des rotations parfois plus courtes, des rotations où tu vas aussi entre guillemets bricoler un petit peu des 5 sur lesquels tu vas essayer de t'appuyer pour gagner du temps et pour enfin quand je dis gagner du temps c'est au sens propre dans le sens où ça permet de gagner des minutes d'une certaine façon pour tout le monde et puis ben parfois il faut accepter aussi d'être en difficulté d'avoir des temps faibles parce que justement tu pianotes un petit peu avec tout le monde et tu fais en sorte que ton équipe elle soit productive sur du moyen long terme jouer 7 matchs en 9 jours c'est une vraie charge de travail si tu n'optimises pas les choses en termes de préparation basket physique et dans la tête, c'est vite compliqué. Et très souvent, les équipes qui explosent sont des équipes qui n'ont pas géré ce paramètre correctement. Hmm. C'est un critère de réussite, disons. Ok. Ça tombe bien parce que tu parlais un petit peu d'Elise Prodhomme dans ta réponse. J'ai envie qu'on parle un petit peu d'elle parce que c'est quand même une coach avec beaucoup de succès, 3 médailles en 3 campagnes, en plus avec des catégories différentes. Toi, c'est quoi le regard que tu portes sur elle, sur sa progression en tant que coach? Elle a quand même gravi les échelons, elle a ouvert beaucoup de portes dans le basket français. Moi, je suis pas très objectif parce que ça reste une amie proche et on travaille ensemble depuis longtemps. On a fait 4 campagnes tous les deux, donc dont les 3 médailles dont tu parles, hein. La campagne précédente était sur les U15 qui n'ont pas de compétition officielle. On a retranscrit un petit peu le travail chez les garçons, chez les filles, donc je suis peut-être pas le plus à même de parler d'elle totalement parce que voilà, je suis pas le plus objectif, mais c'est quelqu'un qui fonctionne sur des qualités humaines, qui a comme socle en fait des qualités humaines rares dans la façon qu'elle a de gérer les gens à ce niveau-là. C'est aussi ce qui fait qu'elle arrive à emmener les gens avec elle beaucoup. Et, euh, et puis à un moment, je pense que la compétence, c'est pas masculin ou féminin, c'est la compétence. Et aujourd'hui, si elle arrive dans un club professionnel après 5 années passées, enfin dans un club pro en tant que coach principal, j'entends, pardon, après 5 années passées sur des espoirs où il a fallu peut-être prouver un peu plus que d'autres parce que justement c'est une femme, je pense que c'est tout sauf un hasard. Et que voilà, je lui souhaite le meilleur pour Vichy et je trouve que Vichy a fait plutôt un bon choix de s'appuyer sur elle. Donc, euh, donc voilà, je lui souhaite un avenir radieux à la hauteur de ce qu'elle peut apporter aux joueurs et de ce qu'elle peut avoir comme idée, comme façon de gérer les gens. Comment il fonctionne ton binôme avec elle? Comment vous travaillez au quotidien? Comment vous vous répartissez les tâches? Sur le plan basket, elle a un œil global de management sur l'ensemble. Je suis plus spécifiquement en charge des aspects offensifs et elle des aspects défensifs. Après, comment ça se passe au quotidien? Bah, comme dans toute relation de travail, ça fonctionne très bien. Parfois on s'engueule, parfois non, mais ça fonctionne plutôt bien. Donc derrière, il y a surtout en fait une confiance, une loyauté entre nous
qui font qu'à un moment, quand je dis entre nous, c'est au niveau du staff au sens large, que quel que soit le membre du staff qui va prendre la parole, ça vaut pour les autres. Et dans notre duo plus spécifiquement, la raison pour laquelle je me retrouve à certains moments à être moi bord terrain et elle sur le banc, c'est parce que justement on est en capacité aussi à s'épauler, y compris dans la gestion des matchs. Et on a une vraie complémentarité sur la personnalité, sur la façon de voir les choses, donc ça aide beaucoup. On parle de ses résultats et de ses compétences qui sont évidentes, mais selon toi, qu'est-ce que le grand public ne voit pas forcément sur elle, qui explique justement ses résultats? Ah, il y a le management, inévitablement. Il y a le management, la compréhension des gens, et puis la capacité d'analyse. Parce que c'est quelqu'un qui va très vite dans ses réflexions, qui anticipe beaucoup les choses, et qui est en capacité à vite trouver, ou du moins être dans la démarche de toujours chercher des ajustements techniques et tactiques aux situations. Donc la vitesse d'analyse qu'elle a, grâce à sa carrière de joueuse et grâce à la façon dont elle a structuré son parcours d'entraîneur, je pense, sont un vrai avantage pour elle aujourd'hui. Et puis une connaissance du milieu que, pareil, que les gens soupçonnent pas forcément. J'ai envie aussi qu'on parle de Hugo Ingamukuri, qui a été Mm. l'un des leaders de cette équipe de France U18. Je voulais savoir, c'est quoi ton regard sur sa compétition? Est-ce que tu es quand même content de sa compétition ou est-ce que tu as des frustrations sur certains points et sur son potentiel, parce qu'il est potentiellement à un an d'aller à la draft peut-être? Comme j'ai dit Hugo, hein, les problèmes commencent maintenant parce qu'en fait, on sait que tout ce qui est dans le process draft 2 ou 3 ans avant, ça permet de se situer et de s'implanter dans le paysage. Mais la vraie difficulté, c'est toujours l'année N-1 en fait qui va commencer là. Moi, à titre perso, je suis très content d'avoir eu la chance de pouvoir faire 2 campagnes avec lui, parce que même chose, hein, il y a ce que les gens voient à l'image, et il y a ce qu'Hugo est au quotidien. C'est quelqu'un qui apporte de la sérénité, quelqu'un de rayonnant, de charismatique et avec une vraie éthique de travail. Et on parle souvent du Radjinas qui est là en premier, qui est le dernier à partir et compagnie. Pour Hugo, on est vraiment là-dedans. C'est-à-dire qu'au-delà d'avoir une personnalité saine, attachante et très intéressante, c'est quelqu'un qui travaille très bien. Le choix de Nanterre est pas un hasard, ça correspond tout à fait à ce qu'il est en tant que personne. Je suis pas surpris non plus que ça se passe très bien avec Julien Mahé, qui est un coach exigeant et humain, et que les deux soient bien trouvés. Il est très bien entouré à Nanterre, hein. Je connais plusieurs joueurs français entre guillemets vétérans avec lesquels il évolue, que ce soit Paul Lacombe, Lucas Dussoulier ou même encore cette année Alex Chassan qui a rejoint Nanterre en fin de saison. Il est plus jeune, mais Mathis Dousouyevo l'encadre également très bien. Donc c'est quelqu'un qui a su s'entourer dans son développement, qui a su faire les bons choix jusque-là. Et après, sa compétition, j'ai envie de dire, il nous a porté quand il a fallu nous porter. Il s'est mis au service de l'équipe quand il a fallu se mettre au service de l'équipe. Et moi, tout le mal que j'y souhaite, c'est d'avoir fait le plus haut possible et qu'on le revoie le plus tard possible en France, surtout après sa saison prochaine à Nanterre. Si on le revoit que dans une quinzaine d'années, tant mieux pour lui. Je serai le plus content et je lui souhaite vraiment le meilleur. Est-ce que pour toi, il a changé vraiment de dimension dans cette compétition? J'ai l'impression qu'il y a eu un engouement médiatique, même j'ai vu sur Twitter ou sur les réseaux des scouts américains qui ont mis plein d'highlights de Hugo. Est-ce que tu penses vraiment qu'il y a un changement de cap maintenant? Bah, inévitablement, c'est sa deuxième compétition à ce niveau-là, parce qu'il était déjà avec nous l'année dernière avec un vrai impact déjà. Il arrive avec une saison pleine en Betclic en tant que joueur à part entière et je dirais même joueur clairement identifié du championnat, hein. C'est-à-dire que on parle pas d'un espoir qui aurait quelques minutes par-ci par-là, on parle d'un joueur qui starte dans une équipe qui est en haut de tableau. Donc on est avec un joueur efficace dans une équipe qui gagne, qui produit un basket intéressant et qui a fait un parcours très solide cette année. Donc je pense que l'engouement autour de lui, il est aussi lié à ça et à cette composante. Après derrière, il arrive dans une compétition où par le basket et physiquement, il était au-dessus de pas mal d'adversaires et je pense que ça s'est remarqué, ce qui justifie aussi, ce qui explique justement l'engouement qu'il y a pu avoir autour de lui, même si bon la plupart des scouts que je connais, pour eux, il est déjà sur la carte depuis longtemps et que la compétition n'aurait pas changé grand-chose à l'évaluation, si tu veux. Hmm.
J'ai pas encore eu l'opportunité de parler de toi, de ton parcours, parce que tu as fait quand même beaucoup de choses. T'as été coach, t'as été coach adjoint, tu as fait plein de catégories, tu as beaucoup voyagé, tu as côtoyé plein d'entraîneurs de renommée, et tu as aussi coaché en Finlande. Et j'avais envie de parler un peu de ça. Comment ça s'est passé là-bas? Comment ça s'est fait pour que tu te retrouves en Finlande? J'ai passé un diplôme FIBA, le cursus dans lequel Charles-Henri Bonchard, aujourd'hui de Vichy justement, est engagé. Là, on l'a croisé à Trento pendant le CE. J'ai passé un diplôme FIBA entre 2009 et 2011 qui m'a en fait permis de me connecter avec plein d'entraîneurs européens, que ce soit en Italie, en Finlande et dans d'autres nations. Je parle de l'Italie et de la Finlande parce que c'est deux endroits avec lesquels j'ai quand même des connexions un peu plus poussées. Et bah, je me suis retrouvé en fait opportunité de partir en Finlande avec un de mes co-stagiaires, on va dire. Donc ça s'est fait comme ça. C'est ce qui fait que derrière, j'ai gardé aussi une proximité avec le basket finlandais, que ce soit avec Nicolas Arcas, avec qui j'ai travaillé, avec la Situovi notamment. J'ai croisé, même si on se connaît pas forcément très bien, mais on a déjà échangé et on se connaît de vue avec Thomas Cissalo quand il était coaché à l'époque en première division à côté d'Helsinki aussi. Quelques joueurs que j'ai eu par la suite, moi, en Betclic, sont passés par la Finlande. Donc voilà, ça s'est fait comme ça un petit peu. La volonté de m'exporter sur l'opportunité, ça s'est fait à un moment où moi je faisais des allers-retours entre le basket masculin et le basket féminin, mon dernier aller-retour entre la Ligue féminine et la Pro B et la NM1. Et c'était une façon aussi pour moi de basculer définitivement sur le basket masculin à l'époque en faisant quelque chose d'un petit peu différent, puisque très peu de gens s'étaient exportés à ce moment-là. J'étais moi en Finlande à peu de choses près en même temps que JC Pratt était en Turquie, à Beşiktaş. Donc voilà, on était quelques-uns à l'époque à avoir tenté l'expérience. C'est un peu plus facile aujourd'hui, inévitablement pour plein de raisons de globalisation du basket, mais à l'époque on était peu nombreux à pouvoir partir se promener comme ça entre guillemets. Donc c'était une expérience vraiment riche et salvatrice. C'est en plus la Finlande maintenant, c'est un pays qu'on voit souvent dans les compétitions internationales, les coupes du monde, les Euros. Comment tu vois le basket finlandais? C'est quoi ton avis sur la progression du basket là-bas? Alors la progression, elle s'est faite pour plein de raisons, mais je dirais la fondation, c'est quand Henrik Detman, l'ancien entraîneur de l'équipe nationale, qui joue un petit peu le rôle on va dire, de DTN aussi en Finlande depuis très longtemps, a remis en place et a remis totalement à plat la façon de jouer qu'il fallait imaginer pour la Finlande, qui correspondent un petit peu plus à ce qu'étaient les joueurs en termes de morphotype, en termes de qualité technique, etc., etc. Et il a mis ça en parallèle avec le développement de toute une génération de coachs qui sont des gens qui arrivent à maturité aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle il y a des coachs finlandais un petit peu partout en Europe et dans le monde. C'est-à-dire que il a commencé à comment dire, automatiser le principe que les entraîneurs de sélection nationale devaient être des jeunes coachs et qu'il y avait des obligations de passer par la sélection nationale. Quand j'étais là-bas, j'ai vite constaté aussi que beaucoup d'équipes jouaient un petit peu de la même façon, parce qu'il y a vraiment un style, une identité. Et c'est le fait d'avoir ce style, cette identité, et on va dire cette capacité qu'il y a eu à développer des coachs pendant un certain temps, qui fait qu'aujourd'hui le basket finlandais est identifiable, identifié, identifiable, et qu'il y a des techniciens de vrais talents qui sortent de ce pays. Que ce soit Lassie, j'en ai parlé, Thomas, Nicolas Arcas qui vient de signer en Hongrie après avoir fait une très bonne saison en Pologne. Il y avait quelques coachs finlandais en Allemagne, notamment Heidelberg aussi, je crois, il me semble, la saison dernière. Donc voilà, il y a quand même des coachs finlandais c'est des gens qui ont en vraie capacité à s'exporter aussi culturellement. Parce que ils parlent anglais, parce que c'est des gens qui réseautent très bien, qui sont très bien connectés et compagnie. Donc ça explique aussi pourquoi un pays de 6 millions d'habitants arrive aujourd'hui, je dirais pas être un pays majeur du basket européen, mais néanmoins un acteur, on va dire, solide, sur lequel on peut pas faire l'impasse et sur lequel on se rend compte qu'il y a vraiment une touche particulière à leur basket. Justement, c'est quoi la particularité de cette formation de leur basket? De la course, du tir, du jeu sans ballon. Pour faire simple, c'est des gens qui tactiquement sont très en avance sur ce qu'ils peuvent proposer dans les organisations collectives, offensives et défensives, hein, bien sûr, parce qu'ils arrivent très vite à s'inspirer ce qui se fait d'efficace au meilleur niveau. Et dans leur identité, c'est vraiment un basket où on aime jouer avec du rythme et on aime jouer dans le tir, dans les situations de coupe, etc., etc. C'est un petit peu quelque chose. Culturellement, ça va un peu de pair avec la façon dont les Finlandais fonctionnent. Leur système scolaire est beaucoup axé sur le fait d'inciter à la créativité et d'insister à l'adaptation, chose qui n'est pas forcément le cas chez nous, c'est un autre débat. Les Finlandais aujourd'hui dans le basket sont en capacité
à créer et à s'adapter avec et sans ballon dans ce qu'ils proposent. Et je pense que le parallèle entre les deux est pour moi la meilleure explication à ce qu'ils sont dans leur identité basket. On va fermer un petit peu cette parenthèse Finlande. On va revenir sur cette équipe de France. Euh, Même si tu as de l'expérience, que c'est des joueurs que tu connais, est-ce que tu as découvert quelque chose sur ce groupe que tu ne savais pas avant le début de la compétition? Pas réellement parce que c'est comme des joueurs que j'ai suivis moi de près ou de moyennement près tout au long de la saison. Je me suis déplacé sur un plateau de la NGT, je suis allé plusieurs fois voir les matchs du Pôle France à l'INSEP cette année. J'ai vu beaucoup de matchs espoirs, quelques matchs U18. Donc, au contraire, je dirais que la capacité qu'on a eue à certains moments à pouvoir avancer, elle est liée au fait que tous autant qu'on était, on connaissait les joueurs. Et on connaissait les joueurs dans leur qualité propre. Aujourd'hui, je suis en charge des principes offensifs. C'est difficile de le faire si tu ne connais pas le joueur. Si tu décides de faire jouer un tel ou un tel d'une certaine façon, alors ça correspond pas à son registre particulier et à et à ses compétences propres, c'est délicat. Je dirais qu'il a fallu qu'on adapte certaines choses, mais sans pour autant dire pardon qu'on ait découvert des éléments comme ça sur le tas. C'est pas quelque chose qui arrive quand le travail est fait en sélection, dans la construction et dans l'évaluation, tu dois logiquement pas découvrir des choses comme ça du jour au lendemain. Que tu aies des gens qui se révèlent à un moment, ça peut arriver effectivement, ou que tu aies des gens qui sont en capacité même à on va dire à déjouer un petit peu la hiérarchie et à apporter un petit peu plus. Ça arrive, et ça c'est plutôt des bonnes surprises quand ça arrive dans ce sens-là. Malgré tout, non, il n'y a pas eu de, j'ai pas d'exemple ou de souvenir particulier de choses qu'on n'avait pas identifiées ou autres. Les problématiques qu'on a eues, bon an mal an, c'est des problématiques qu'on avait soit identifiées, soit comprises assez vite sur les premiers jours de travail. Ok. Et ma dernière question pour clôturer cette interview, euh, à tout jamais, cette équipe de France U18, elle sera dans l'histoire parce qu'elle sera médaillée de bronze de cet Euro 2026. Mais dans 10 ans, quand on regardera avec du recul cette génération, qu'est-ce que t'aimerais qu'on retienne d'eux? La capacité qu'ils ont eu à, la capacité qu'ils ont eu justement, je fais le lien un petit peu avec la question que tu me poses au départ, où je t'ai dit que je voulais pas parler des absents. La capacité que ces joueurs ont eu, malgré tout ce qui a pu leur être raconté ou chuchoté ou autre, qu'il y avait des absents, que ci, que ça, etc. La volonté que ces joueurs ont eu à s'approprier un projet et à revenir avec une médaille, y compris après le scénario un petit peu difficile de la demi-finale. Je pense que c'est le plus important, il est là, c'est la détermination, la résilience qu'ils ont pu avoir dans un contexte qui n'était pas facile parce que ça fait on nous a dit ici et là, que ce soit journaliste, entraîneur ou autre, au départ qu'on avait une génération extraordinaire, que ça avait rarement été comme ça et ainsi de suite, pour au final nous dire, bah, quand les forfaits sont arrivés les uns après les autres, ah, ça va être compliqué, il n'y a pas beaucoup de joueurs, ainsi de suite. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a des gens qui se sont révélés dans cette compétition, qui ont permis à cette équipe U18 bah d'avoir son palmarès et d'avoir son nom justement dans l'histoire de la compétition. Et moi, comme je dis toujours, les médailles appartiennent aux joueurs et je suis très heureux pour eux qu'ils aient pu aller chercher ça en fait. Bah, c'est un super mot de la fin, en tout cas. Merci beaucoup, Romain, d'être venu. Félicitations Avec encore plaisir. d'avoir amené Merci. cette médaille de bronze, encore une médaille pour l'équipe de France. Un petit mot, d'ailleurs, on est le 5 août au moment où on enregistre cette interview. Dans 2 jours, c'est le début de l'Euro U16. Un petit mot pour les Bleuets. Bah, je vais en avoir un avant pour les Bleuettes parce que les U18 jouent cet après-midi leur huitième de finale contre la Suède. Une équipe qui est emmenée par Vincent Bourdeau, que je connais, avec qui j'ai fait plusieurs campagnes, et quelqu'un qui bosse très bien. Donc, on va d'abord penser aux U18 qui vont finir cette semaine. Et puis, parce que je suis aussi passé par l'équipe de France féminine, donc je m'y intéresse aussi. Et puis, bah après, on va souhaiter beaucoup de réussite à Nico Absalon et son staff avec une très très belle génération. Et on espère que justement cette génération saura déjà mettre son nom assez rapidement sur la carte du basket européen, puisqu'il y a une équipe qui est totalement candidate à quelque chose de beau de par le casting de joueurs présents. Donc voilà, c'est tout le mal qu'on leur souhaite, c'est d'y arriver. Eh ben, on terminera là-dessus. Merci beaucoup encore d'être venu, c'était cool. Avec plaisir, merci beaucoup.